Donc j'ai invité deux personnes, deux slameuses françaises, une entendante et une sourde qui... Alors il y a Djenébou. Djenébou, qui est où? Qui est là. Je m'appelle Djenébou. Voici mon signe. Alors j'écris, c'est vrai que je fais du slam depuis plusieurs années, du slam en langue des signes. Et Yass parle avec sa bouche et ses mots. Moi, je parle avec mes signes. Voilà. Bonjour, je m'appelle Yass. C'est la première fois que je fais ce signe. Et j'écris depuis que j'ai 7 ans. J'ai toujours écrit et je fais la performance de poésie depuis 7 ans maintenant. Et je fais beaucoup d'ateliers d'écriture avec plein de jeunes, d'adultes, de gens plus ou moins en difficulté. Et je suis encore toute pleine d'émotions et j'ai envie de pleurer de ce film. Parce que le pouvoir de la poésie, qu'elle soit en signe comme fait Djenébou ou avec le son, est juste immense, comme ça peut libérer les gens. Voilà. Et je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup. J'aurais envie de vous poser une question à toutes les deux. Je leur demande comment elles perçoivent l'évolution de peut-être alors du slam aux États-Unis à travers Aneta et qu'est-ce qu'elles pensent de Aneta. Qu'est-ce qu'elles peuvent aussi dire de la différence qu'il existe entre la France et les États-Unis sur le slam. Alors c'est vrai que ce film... ça m'a renvoyé à quelque chose. C'est qu'aux États-Unis, c'est là où est né le slam. Dans les années peut-être 84, dans la ville de Chicago. Donc c'est un homme qui s'appelle Mark Smith. Slammer, entendant avec ses mots, qui a slamé pour la première fois. Puis plusieurs sourds ont commencé à s'intéresser à cette discipline. Alors c'est vrai que le slam, ça vient du poème, et en langue des signes, il y a toujours eu des poèmes. Dans les années 70, la langue des signes avait un certain pouvoir aux États-Unis, alors qu'ici en France, on avait encore quelques difficultés, mais il y avait quand même des graines. Hein. Il y avait IVT, il y avait des endroits comme ça, dans les années 70, où ça bougeait. Alors précisément, je n'ai pas la date en tête, mais voilà. Donc, du poème... en langue des signes qui existe en France dans les années 70, mais pas encore du slam, alors qu'aux States, c'était déjà installé. Et puis, dans les années 2000, dans les années 2000, il y a plein de jeunes qui se sont, je dirais, lâchés. Et puis il y a eu Internet, bien sûr, donc des vidéos, YouTube, énormément de partage, d'influence entre les différentes cultures, les différents pays, et notamment beaucoup, un partage des États-Unis avec les autres pays. Alors c'est vrai que le slam, on peut l'aborder de différentes façons, à savoir que la tradition et l'héritage, c'est d'abord des mots qu'on va mettre en bouche, mais il y a quand même de l'écrit. Que nous, en langue des signes, il n'y a pas forcément d'écrit. Je voudrais alors rajouter quelque chose, c'est que donc, le slam en langue des signes, au départ, donc pour nous c'est 2010, vraiment où ça explose. Donc aux States, c'est déjà installé depuis quelques années. Et en France, ça commence. Alors c'est vraiment venu de Toulouse. Il y a pas mal de personnes sourdes qui slament. Il y a un petit groupe, un collectif. Alors leur motivation première, c'est justement la frustration, la discrimination,
leur vie, ils avaient, ces sourds-là, envie de parler de leur vie, de leur famille, de leur relation avec le monde, d'amour. Ça vient de tout simplement la beauté et la puissance des sensations et de la vie. C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur et qu'on a envie de partager. C'est quelque chose qui, au lieu d'exploser à l'intérieur, va exploser à l'extérieur. Alors, voilà, il y a eu ce collectif-là dans les quartiers de Toulouse, et puis c'est allé vers Angers, et puis... sinon, après, il y a eu des rendez-vous donc, dans des cafés. Et c'est vrai qu'au départ, on peut parler beaucoup des sourds qui se sentent victimes et qui vont d'abord parler de leur surdité et de la façon dont le monde entendant les voit. Après, dans les cafés et dans les slams, tu as quel âge, Djenebou? Dans les cafés, c'est important de dire... J'avais 24 ans à l'époque quand... je peux dire que ces jeunes ont 24 ans. Excuse-moi, c'était pas la question. Donc ces jeunes-là ont 24 ans et il y a... voilà... Donc moi je suis à la fois une femme, je suis aussi noire et je suis sourde. Donc en moi se disputent plusieurs états. Et ça c'est à un moment donné dans ma vie une question que je me suis posée dans ma construction personnelle. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Et puis je vivais quelque part une double peine, parce que bon, femmes, on subit quelques violences, mais ça va encore, mais noire et sourde, c'est un petit peu complexe. Quand quelqu'un vous regarde, il y a toujours dans ses yeux une espèce de infériorité. Et c'est vrai que moi j'ai gardé précieusement la force que j'avais en moi jusqu'au jour où j'ai décidé de la partager et de l'exprimer à travers le slam. Alors c'est vrai que en 2006, par là, j'ai rencontré 3 slammeurs, notamment un black, donc un homme qui signait, un percussionniste et un danseur. Et c'est en voyant ce trio et à travers le fait qu'il soit black, que je me suis retrouvée. C'était pas une obsession non plus, faut pas croire, mais voilà. J'ai voulu parler de comment les blancs ils nous voient avec le nez épaté, avec des grosses lèvres, voilà. Et c'est vrai que quand j'ai vu cet homme-là, quand j'ai vu ce trio de black, je me suis retrouvée, quoi. Je me suis dit, ah ouais, ça va pouvoir m'aider à aller au-delà de mes frustrations et à plus porter ça et garder ça en moi. Donc on est en 2006 et 2 ans après à Paris, donc sur une scène, j'étais pas, je savais pas que j'allais faire du slam, j'avais juste un truc en moi qui bouillonnait et qui allait me sauter à la figure si j'en faisais pas quelque chose. Du coup, je suis allée à une soirée et j'ai vu un slammer et j'ai eu envie parce que quelqu'un en me voyant m'a dit, je sens qu'il y a quelque chose en toi qu'il faut que tu dises, est-ce que tu veux pas le lâcher là devant nous? Et du coup je me suis sentie portée et voilà, j'ai eu envie de partager ça, donc j'ai pris sur moi, je suis montée sur cette fameuse scène et j'ai pu partager ça avec les gens et ça a explosé comme ça. Voilà, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas, de limite d'âge, il n'y a pas de limite dans la thématique, on parle de la vie, il s'agit juste de monter sur scène et de faire passer un message. L'idée étant de partager énormément de plaisir. Pour moi, c'est ça, le slam.
Et puis voilà, et on m'a offert un verre. Un verre, c'est typique des slameurs. Voilà. Pour me remercier d'avoir exprimé ce que j'avais à l'intérieur. Et juste, bon, aujourd'hui j'ai 32 ans, et comparé à ma technique d'amatrice et de début de ma vie de slameuse, elle a vraiment changé. J'écris beaucoup finalement, et c'est de l'écriture que je vais vers la langue des signes. Il y a pas, voilà, je suis très proche de certains jeunes slameurs. Alors, Aneta, dans le film, est vraiment habitée et vraiment nourrie de son lien avec sa famille. C'est ce qu'on voit. On sent qu'il y a quelque chose qui est très important pour elle, et notamment son lien affectif avec sa mère. Et c'est le choix qu'elle fait. Et j'ai trouvé ce slam extrêmement éblouissant et très très puissant. Quand elle parle du choix de la vie, la vie qu'on choisit, c'est celle qu'on choisit, pardon, la vie qu'on a, c'est celle qu'on choisit. On n'est plus du tout dans la victimisation, dans la surdité, dans le droit à vivre comme citoyen. On est dans l'affect. Merci beaucoup. Plutôt que de parler de moi, parce que vraiment je suis vraiment émue d'avoir vu ce film, et effectivement on voit vraiment Aneta se développer à travers l'affirmation de ce qu'elle est, dans toute sa complexité, que ce soit l'amour qu'elle ressent dans sa famille, et en même temps toutes les difficultés qu'elle a en tant que sourde, et puis toutes les questions qu'elle se pose sur qu'est-ce qu'elle va faire de son avenir. Parce qu'au début du film, je crois qu'elle a 17 ans, quelque chose comme ça, 16 ou 17 ans, donc on sent comment l'acte d'écrire, qui est avant tout, pour moi, comme pour Aneta, je pense, un exutoire. Puis on voit bien les profs leur dire de parler de la voix de l'intérieur. Et ce signe-là, comme ça, que vous faites, je suppose que ça veut dire libérer quelque chose... Là, sur la poitrine, là, c'est se libérer d'un poids que d'écrire. Et on sent vraiment que le développement d'Aneta vers la vie adulte passe par la poésie, et je pense qu'elle continue toujours à signer. Et à l'inverse, elle passe pas par l'écrit. Donc c'est vraiment de l'émotion brute, de l'image brute. Et ce qui est marrant, c'est que moi, quand je fais des ateliers d'écriture, j'aime bien dire aux gens de ne pas trier, de ne pas corriger, de laisser sortir tel quel un flot de pensées, d'émotions, pour que justement la libération puisse se faire, et qu'elle ne passe pas forcément par le cerveau et la raison, et puis trier, et puis le sens, parce que des fois la vie ça n'a pas forcément un sens, mais par contre, ça a du sentiment, de la sensation. Et je me souviens, quand j'ai vu Djenébou, parce que moi j'ai rencontré Djenébou sur scène au WIP à la Villette, on avait fait une performance avec de la vidéo derrière et de la musique en fond. Et il y avait une interprète aussi qui était là. Mais ce qui m'avait vraiment le plus touché, moi, c'était ces vibrations de la musique à travers le corps de Djenébou. Je me rappelle finalement pas vraiment des mots, mais plutôt des gestes et de l'émotion que Djenébou dégage sur scène. Et je pense que vraiment c'est pour tout le monde. Après, on en fait sa vie ou pas, de la poésie, mais je pense que pour tout le monde, c'est bénéfique de se connaître, d'apprendre à se connaître, de dire les choses qui sont à l'intérieur, parfois qui sont contraires, paradoxales, et que ça aide vraiment à avancer. Et c'est pour ça
finalement en France que le slam a quand même eu de belles résonances en termes d'ateliers. On va beaucoup dans les écoles, dans les MJC, on va beaucoup dans les prisons aussi, pour faire écrire les gens, parce que ça libère, et puis que pour les sourds comme pour les entendants, on est quand même dans une société où justement l'émotion, l'humain, tend à être enterré, enfermé, à disparaître. Donc il faut quand même se l'avouer, la poésie c'est une forme de résistance à une oppression constante. Voilà. Plutôt que de parler de moi, parce que vraiment je suis vraiment émue d'avoir vu ce film, et effectivement on voit vraiment Aneta se développer à travers l'affirmation de ce qu'elle est, dans toute sa complexité, que ce soit l'amour qu'elle ressent dans sa famille, et en même temps toutes les difficultés qu'elle a en tant que sourde, et puis toutes les questions qu'elle se pose sur qu'est-ce qu'elle va faire de son avenir. Parce qu'au début du film, je crois qu'elle a 17 ans, quelque chose comme ça, 16 ou 17 ans, donc on sent comment l'acte d'écrire, qui est avant tout, pour moi, comme pour Aneta, je pense, un exutoire. Puis on voit bien les profs leur dire de parler de la voix de l'intérieur. Et ce signe-là, comme ça, que vous faites, je suppose que ça veut dire libérer quelque chose... Là, sur la poitrine, là, c'est se libérer d'un poids que d'écrire. Et on sent vraiment que le développement d'Aneta vers la vie adulte passe par la poésie. Et je pense qu'elle continue toujours à signer. Et à l'inverse, elle passe pas par l'écrit. Donc c'est vraiment de l'émotion brute, de l'image brute. Et ce qui est marrant, c'est que moi, quand je fais des ateliers d'écriture, j'aime bien dire aux gens de ne pas trier, de ne pas corriger, de laisser sortir tel quel un flot de pensées, d'émotions, pour que justement la libération puisse se faire et qu'elle ne passe pas forcément par le cerveau et la raison, et puis trier, et puis le sens, parce que des fois, la vie, ça n'a pas forcément un sens. Mais par contre, ça a du sentiment, de la sensation. Et je me souviens, quand j'ai vu Djenébou, parce que moi j'ai rencontré Djenébou sur scène au WIP à la Villette, on avait fait une performance avec de la vidéo derrière et de la musique en fond. Et il y avait une interprète aussi qui était là. Mais ce qui m'avait vraiment le plus touché, moi, c'était ces vibrations de la musique à travers le corps de Djenébou. Je me rappelle finalement pas vraiment des mots, mais plutôt des gestes et de l'émotion que Djenébou dégage sur scène. Et je pense que vraiment c'est pour tout le monde. Après, on en fait sa vie ou pas, de la poésie, mais je pense que pour tout le monde, c'est bénéfique de se connaître, d'apprendre à se connaître, de dire les choses qui sont à l'intérieur, parfois qui sont contraires, paradoxales, et que ça aide vraiment à avancer. Et c'est pour ça, finalement, en France, que le slam a quand même eu de belles résonances en termes d'ateliers. On va beaucoup dans les écoles, dans les MJC, on va beaucoup dans les prisons aussi, pour faire écrire les gens, parce que ça libère, et puis que pour les sourds comme pour les entendants, on est quand même dans une société où justement l'émotion, l'humain, tend à être enterré, enfermé, à disparaître. Donc il faut quand même se l'avouer, la poésie c'est une forme de résistance à une oppression constante. Voilà. Merci beaucoup, merci. Alors, il reste 15 minutes. On va donc accueillir les premières. Bonjour, très beau film, très très riche,
Alors, je suis très intéressée, ce qui m'a intéressée le plus, c'est Aneta, en fait, Aneta militante. Donc très jeune, elle découvre une autre culture puisqu'elle part d'Israël. Et puis, bon, ben là, elle se retrouve dans cette situation où elle rencontre cette Palestinienne. Donc elle est juive. Elle est un peu comme toi, Djenebou, à la fois sourde, femme et juive. Et comment elle va se connecter avec cette autre femme qui a une autre culture. Comme tu disais, Sandrine, il y a souvent un regard sur l'oreille et sur la surdité. Et comment est-ce qu'on sort de ça quand on est sourd? Et je voulais savoir, Djenebou, quand tu slams, au départ, tu as parlé de la surdité, puisque c'est quelque chose qui nous habite un peu tous. Et après, tu es passé à autre chose. Et comment est-ce que tu te souviens de ça? Comment tu t'es mis à aborder d'autres thèmes? Et puis, j'aimerais savoir, parce que souvent les entendants qui slament, ils sont dans l'impro. Et comment toi, tu arrives à faire de l'impro? Voilà. Et puis après, une fois qu'on a donné, on s'est vidé de tout ça, comment on va chercher? Bonjour, très beau film, très très riche. Alors, je suis très intéressée, ce qui m'a intéressée le plus, c'est Aneta, en fait, Aneta militante. Donc très jeune, elle découvre une autre culture puisqu'elle part d'Israël. Et puis, bon, ben là, elle se retrouve dans cette situation où elle rencontre cette Palestinienne. Donc elle est juive. Elle est un peu comme toi, Djenebou, à la fois sourde, femme et juive. Et comment elle va se connecter avec cette autre femme qui a une autre culture. Comme tu disais, Sandrine, il y a souvent un regard sur l'oreille et sur la surdité. Et comment est-ce qu'on sort de ça quand on est sourd? Et je voulais savoir, Djenebou, quand tu slams, au départ, tu as parlé de la surdité, parce que c'est quelque chose qui nous habite un peu tous. Et après, tu es passé à autre chose. Et comment est-ce que tu te souviens de ça? Comment tu t'es mis à aborder d'autres thèmes? Et puis, j'aimerais savoir, parce que souvent les entendants qui slament, ils sont dans l'impro. Et comment toi, tu arrives à faire de l'impro? Voilà. Et puis après, une fois qu'on a donné, on s'est vidé de tout ça, comment on va chercher d'autres choses à dire, en fait? Où est-ce comment on se remplit, comment on se nourrit? Alors pour répondre à cette question très intéressante, c'est vrai que j'ai toujours, à l'intérieur de nous, on a toujours un choix. Il y a toujours un but. Par exemple, la communauté. Bon, ben, on peut sortir, il n'y a pas que la communauté dans la vie, on peut sortir de la communauté. On peut sortir des discriminations au travail, par exemple. Ou ces sourds qui n'entendent pas, ou alors ces personnes qui vont qu'à un quart dans leur vie parce qu'ils sont handicapés physiques, ils ont un petit peu les mêmes handicaps quelque part. Et je pense que comme on est ça physiquement, eh ben, il faut s'en débarrasser. C'est notre première barrière. Et alors une fois qu'on s'en est débarrassé, on peut aller vers d'autres cultures comme l'israélienne qui rencontre la palestinienne et qui, ça match, ça le connecte. Comme cette personne peut-être handicapée physique va d'abord parler de sa jambe qui va mal et tout d'un coup elle va se dire bon en fait c'est rien, ok je passe à autre chose. C'est l'esprit qui s'ouvre en fait. Moi je parlerais d'évolution comme ça. De se débarrasser des choses. Pour répondre à la deuxième question concernant les impros. Ah oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'à Paris, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs scènes, mais notamment avec Yass. C'est vrai qu'il y a des impros. Et chez les sourds, alors comment aborder l'improvisation? Par exemple, alors la configuration, on prend une configuration on choisit, par exemple celle-ci. Alors moustique, le moustique qui vous pique au visage, au poignet, et puis voilà, il tombe, il meurt, et puis hop, ça revient en petites lunettes.
voilà, en fait, sur scène, la configuration donnera le rythme que vous avez dans vos voix. Après, c'est toute une recherche aussi à élaborer, c'est en chantier. Juste pour dire, pour ajouter qu'au slam, en fait, oui, il y a aussi des improvisateurs, mais il y a beaucoup de gens qui écrivent, vraiment, qui écrivent des textes, qui préparent leurs textes. Il y a toutes sortes de gens aussi, il y a des gens qui ont 70 ans, qui ont écrit des textes il y a 30 ans, ou qui les ont écrits maintenant. Il y a des enfants, donc on peut vraiment imaginer toutes sortes de performances signées, je pense, autant que de performances écrites ou pas. Je pense qu'il y a autant de styles de signes que de styles d'écriture ou d'improvisation ou d'interprétation. Je pense que tout est possible. Une question courte, pas de problème. Bonjour à tous. Alors, je profite avant de poser ma question. Voilà, ce film pour moi parle d'égalité, entendant, sourd. Alors, je travaille dans le monde de l'enseignement et ma philosophie, c'est l'égalité. On est de se retrouver au même endroit, qui est pas de discrimination. Là, on voit cet enfant qui devient... enfin, ces enfants qui rencontrent des obstacles et qui se battent. Dans des instituts spécialisés, dans des classes bilingues, dans l'inclusion, je voulais savoir si il y avait de la discrimination ou pas sur cette période. Est-ce que vous faites des interventions scolaires dans les milieux scolaires? Alors alors l'année dernière, toutes les deux avec un poète, avec Ella Dilafé, qui est une entendante. On s'est dit qu'on pouvait proposer peut-être alors un poème pour des enfants sourds dans un atelier. Donc on est intervenu comme ça. Ces enfants étaient prêts à nous accueillir et nous, on était prêtes à partager cette chose-là avec eux. La difficulté a été de trouver un financement, donc le projet a mis un peu de temps, mais bon, voilà, il faut savoir que c'est difficile d'intervenir dans les écoles. Et c'est arrivé aussi qu'on nous refuse. Écoles spécialisées qui enseignent auprès d'enfants sourds, leur montrer qu'il y a des adultes sourds qui slament et qui sont dans un autre monde et univers, et ben c'est pas bienvenu partout. Voilà. Et puis du coup par rapport ça s'est répété une ou deux fois, cette mauvaise expérience. Et puis, à côté de ça, il y a quand même un grand travail de recherche et d'élaboration, comme un laboratoire de recherche. Et notamment, avec IVT, il y a 10 mots sur l'année 2013, qui est un projet concept, et qui va commencer là. Voilà, donc c'est le projet qui s'appelle 10 mots. Et c'est un laboratoire expérimental, donc voilà, ça c'est quand même pas récent, mais on va vous montrer la production de 2010, mais c'est depuis 2006, quoi. Après, il n'y a pas de limite d'âge, pas les nourrissons qui viennent de naître, bien sûr, mais disons 3 ans, à partir de 3 ans jusqu'aux plus âgés d'entre vous. Tout le monde est le bienvenu. Je voudrais rajouter, parce que justement, vous posiez la question tout à l'heure de la différence entre la France et les États-Unis. Et quand tu dis c'est difficile de rentrer dans les écoles en France avec des projets culturels, je pense qu'effectivement, déjà, pour les entendants, c'est pas toujours facile. Alors je pense vraiment qu'on a beaucoup de progrès à faire dans ce milieu-là. C'est-à-dire que c'est pas un milieu que je côtoie en plus, moi je suis surprise, mais alors je suis tellement moi aussi victime entre guillemets de ce monde. La plupart des slammeurs qui signent là, les Américains, je les connais pas moi.
J'avais jamais entendu parler d'eux avant de voir ce film aujourd'hui. Moi, je connaissais une femme qui s'appelle Mona Jean, qui est connue dans les tournois nationaux en France, parce que c'est elle qui vient faire la traduction des grands poètes et tout ça. Donc elle, je la connais depuis 10 ans, mais les autres, c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler. Donc quelque part, ça veut dire que le dialogue se fait pas assez entre toutes ces communautés-là. Parce que nous, par exemple, on fait un tournoi en France national où on invite aussi des slameurs du monde entier. Ben, on n'y a jamais vu de slameurs signés. Donc c'est un peu de slameurs sourds. C'est un peu. Je pense qu'en France, on a un vrai travail à faire d'ouverture des esprits par rapport aux États-Unis, où on a beau dire tout ce qu'on veut sur les clichés des Américains, mais je pense quand même qu'il y a un travail différent qui a été fait au niveau de l'ouverture d'esprit et du rapport humain. Voilà. Je pense qu'on peut bosser, quoi. Je pense qu'on a du boulot. C'est vrai, merci. Merci beaucoup, Yes. Merci. Bonjour. Un très bon choix. Quel beau film, sensationnel. Alors, j'étais là, hein, c'était en 77. Mets-toi un peu pas de profil, voilà. J'étais là, donc c'était 76. Alors, moi, comédien chez IVT, c'est vrai que quand on commence à jouer, on se pose plein de questions sur son identité, sur sa surdité. Et là, quand j'ai vu ce film, j'ai pas vu de victimisation, j'ai pas vu quelqu'un obsédé par sa surdité. Tout de suite, on est dans la mixité, dans le mélange, dans la vie, quoi. Moi, j'aurais une question. Voilà. Bon, en tout cas, ce film m'a bouleversée. Alors, est-ce que toutes les deux, à l'avenir, concernant la politique, le racisme, est-ce que le slam peut aider à lutter contre le racisme et à avancer, libère la parole. Donc déjà, à partir du moment où les choses sont dites, c'est comme dans une famille, je pense. S'il y a des choses qu'on ne dit pas pendant 20 ans, bah ça va nous ronger à l'intérieur. Et puis au bout de 20 ans, peut-être on ne verra plus son frère, son père, sa mère. Donc déjà, le slam, comme ça libère la parole, ça aide à la communication. Après, je ne crois pas que le slam va lutter contre le racisme pour la simple et bonne raison que le slam est tellement libéré que les racistes n'y viennent pas, n'est-ce pas? Les racistes, en général, les gens fermés d'esprit ne viennent pas au slam. C'est trop ouvert pour eux. Mais ça aide chacun à grandir en soi, ce qui est déjà une belle chose. Ouais, super. C'est très intéressant. Est-ce que le slam peut aider? Est-ce que le slam et politique peut faire bouger les choses? Il y a 5 mois de ça, j'ai vu dans le journal qu'il y avait qu'un slameur avait écrit un texte, un slameur, donc un noir, qui a écrit un texte, voilà, vraiment pour lutter contre les discriminations, c'est-à-dire un truc vraiment très très politique. Alors oui, il y a des textes qu'on voit, c'est visible. On parle du slam comme médium pour se libérer. C'est différent d'un combat et d'un militantisme. Et en même temps, ça l'est un petit peu. Mais moi, voilà, chacun est libre d'aborder le slam comme il l'entend. Moi, je pense plus à la libération voilà, personnelle, hein, qui porte les combats de tout le monde. Le slam, c'est surprenant. Et notamment, je pense à quelque chose, c'était en 2008 à Paris, un grand rendez-vous, une grande compète de foot. C'était même une coupe de quelque chose de foot. Et il y avait en même temps un contest donc à Paris de slam. Donc je suis montée sur scène et il y avait plein de gens du monde entier, des Américains, des Africains. Bon, c'était rendez-vous à Paris, le monde entier était là. Il y avait énormément dans le public d'entendants. J'étais la seule sourde. Hein.
Et j'ai vu monter sur scène un interprète en ASL et qui s'est mis à signer. Elle était sourde ou entendante, interprète, qui monte sur scène. Et je vois ce gars qui signe en ASL. Je me suis dit, mais où est la France? Donc, je suis allée le rencontrer. Et puis, bon, on a échangé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es interprète ici ou là-bas, aux États-Unis? Et il m'a dit... Et il m'a dit, je suis pas vraiment interprète ici, mais je suis interprète aux États-Unis. Je connais aucun interprète français qui fasse du slam, et moi je viens parce que j'étais au courant du rendez-vous. J'étais assez surprise. Alors Nicolas dit c'est difficile de rentrer dans les écoles. Est-ce que quand on dit slam, c'est la libération, c'est beaucoup d'engagement, est-ce que ça fait pas peur aux institutions, en fait, le slam? C'est possible que le slam surprenne, et d'autant plus en langue des signes. Alors c'est vrai que les entendants utiliseront des techniques comme les jeux de mots, des images, des métaphores, il y a un rythme. En langue des signes, il faudrait que je vous explique un petit peu comment on fonctionne, mais en gros, il faut bien préparer son texte et garder en tête qu'il faut convaincre les gens. Voilà, mais c'est un grand chantier en fait. Mais il n'y a pas du tout cet esprit de provocation, non, vraiment, le leitmotiv c'est le plaisir. Le slam, c'est un terme de poésie où on n'est pas obligé d'avoir un texte provoquant. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler des papillons bleus au-dessus d'une rivière orange, pour être un peu surréaliste. On n'est pas obligé de faire un texte révolutionnaire, mais le fait d'être soi, en général, déjà, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à mettre dans une école, parce que dans une école, on apprend à faire comme Dadada ou à être comme Dadada, on apprend ce qu'il y a dans les livres, on apprend ce qui est déjà fait. Bon, on est censé avoir une école aussi qui ouvre les esprits et ouvre les cœurs, mais c'est quand même pas le centre d'un programme éducatif en France. C'est pas d'ouvrir le cœur des hommes. Donc la poésie, ça reste quelque chose qui ne rentre pas dans les cases, et donc il faut des gens qui sont convaincus des projets culturels pour monter ce genre de choses. Et comme il y a de moins en moins d'argent dans les ministères pour la culture, c'est de plus en plus difficile de rentrer dans les écoles, et en plus il faut avoir un tampon de l'État, il faut avoir une association, il faut avoir quelque chose de reconnu par... Donc moi, toute seule, en tant que petite humaine poète, j'ai pas forcément accès directement aux écoles. Mais c'est possible. Il faut trouver les gens, il faut travailler, quoi. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'étais aussi très touché par ce film. Ce que j'ai trouvé, c'est un résumé de ce qui peut se passer dans la vie d'un sourd. Moi, j'ai été frappé par la vedette du film, qui a été très contente quand elle a eu un petit frère sourd. C'était quelque chose de très très fort. Et quand elle a dit, les gens, quand un sourd est dans une famille, on a l'impression que le pauvre ne va pas entendre. Et elle le dit très très fort, sa joie, sa fierté d'avoir un petit frère sourd et de vivre dans la communauté sourde. La deuxième chose que je veux dire, par comparaison avec l'Amérique, c'est quand vous voyez par exemple
un entendant qui s'exprime à l'Assemblée nationale ou autre chose, vous avez un sourd qui est dans un médaillon. Ça veut dire qu'on met la langue au 2e degré. Et quand je vois que là, il n'y a pas tellement longtemps, aux États-Unis, il y avait une tempête, et le maire de New York s'exprimait à la toute population, l'interprète était à côté du maire, dans le même plan, dans le même champ, donc la langue des signes et la surdité étaient à sa place. Et enfin, dernière observation que je voulais faire, pourquoi dans certains établissements on refuse à votre association ou à d'autres d'intervenir? Ben, je crois qu'il faut le dire vraiment, c'est qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont dans une éducation oraliste et ils ne veulent pas voir qu'un adulte sourd à laquelle les enfants vont s'identifier soit une personne, c'est pas comme elle le dit dans son film. Elle dit à un moment donné, je voudrais qu'on définisse les sourds autrement par quelqu'un qui n'entend pas, elle trouve que c'est négatif. Je ne peux pas entendre. Oui, elle dit c'est négatif de dire on n'entend pas. Et moi, je me bats depuis toujours en disant il y a deux façons de voir les sourds. Ou c'est des gens qui n'entendent pas, ou c'est des gens qui parlent une autre langue. Donc d'un côté on est négatif, de l'autre côté on est positif. Enfin, je terminerai par la façon dont depuis très longtemps on avait demandé que dans les commissions d'admission ou dans les commissions de synthèse, où il y a par exemple une famille d'entendants qui a un enfant sourd, et on lui fait des propositions sur l'éducation, de ce que sera la vie d'un sourd, nous avions demandé qu'il y ait des sourds adultes qui soient dans cette commission, qui interviennent pour montrer le côté positif, ce que c'est que d'être sourd. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de sourds dans ces commissions pour donner une identité positive à ce que c'est qu'une vie de sourd. Bravo. Ça va être très bref, ça c'est pas très long. J'ai pas de questions, mais je voulais juste ajouter un petit commentaire. Bon, déjà, merci à Sandrine, parce que personnellement, je suis tellement sensible que j'ai pleuré en regardant le film, parce que vraiment, c'est un combat vraiment merveilleux. Et voilà. Et puis, ce que je voulais dire par rapport au slam, juste pour répondre à une question tout à l'heure, c'est que la France est un peu en retard sur beaucoup de choses, et puis surtout sur le problème de l'handicap. Si on regarde même juste, ne serait-ce que les mises aux normes qui devraient être faites, il y a beaucoup d'administrations où les handicapés ont encore du mal. Mais par rapport au slam, moi je me rappelle, j'habite Massy depuis très longtemps, et pour que justement le slam puisse rentrer dans les écoles, dans les administrations et dans la culture française, c'est avec Grand Corps Malade que les gens ont commencé vraiment à ouvrir les esprits et à écouter le slam. Donc le slam commence à faire son chemin, mais avant Grand Corps Malade, pour la population française, le slam, c'est les jeunes de banlieue qui n'ont aucun message à faire passer, qui n'ont aucune culture, qui jouent dans les caves ou effectivement entre eux font des petits combats ou des compétitions de slam. Là maintenant, le slam commence à bien cheminer et moi je conseillerais, c'est un petit conseil donc à Genabou et Yass, de travailler avec les personnes qui travaillent dans les institutions privées. Il faudrait avoir des interlocuteurs, les enseignants à l'intérieur pour pouvoir franchir les portes de ces institutions. Parce que c'est vraiment un grand travail, c'est un chantier, mais qui vaut le coup vraiment d'être vécu. Juste pour revenir sur ce que madame disait sur les jeunes de banlieue et le slam dans les cités comme étant du rap un peu... je pense que c'est vraiment une idée fausse. Le slam existe en France depuis fin des années 80. Il existe dans des endroits qu'on appelle un peu underground, hein, c'est un peu comme les clubs de sourds, j'imagine. C'est-à-dire que c'est des endroits où c'est des bars, c'est des théâtres qu'on laisse ouverts le soir, c'est des cinémas. C'est pas à la télé, c'est pas à la radio, c'est du vivant vraiment, et ça a toujours existé depuis cette fin des années 80, le format s'est exporté, et il y en a partout en France du slam, et donc ça n'a finalement quasiment rien à voir avec Grand Corps Malade, puisque vous l'avez vu là dans le film, le slam, avant c'était un tournoi, le format qui s'est exporté des États-Unis, c'était un tournoi, ce que vous avez vu
pendant le film. Après, en France, on a beaucoup refusé le tournoi. C'est notre côté rebelle, révolutionnaire, qui n'aime pas les notes. Du coup, il y a beaucoup de scènes ouvertes. Mais en tout cas, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que les gens viennent pour dire et écouter des textes. Ils passent une soirée entre humains. On vient pas... Il n'y a pas de professionnel du slam. Disons qu'on devient professionnel quand on commence à faire autre chose que du slam, donc de la musique. Par exemple, moi, je fais de la musique. Comme Grand Corps Malade, il s'est mis à faire de la musique. Ou on devient professionnel d'atelier slam. Et ça, c'est différent. C'est un autre travail que de faire de la performance sur scène, que d'amener les gens à se libérer pour écrire. Et les jeunes de banlieue aussi ont des messages à faire passer. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Super, merci. Donc en conclusion, c'est vrai que ce film, je suis très contente de l'avoir choisi, de vous l'avoir présenté. C'est une première en France. C'était important que vous, dans la communauté, vous le voyez parce que, voilà, souvent on se sent ici dévalorisé. Et je voulais vous dire qu'on a toute cette force en nous. Il est important d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est important, là par exemple, on voit le combat de ces sourds et de l'ASL. Moi je voulais vous montrer qu'il faut se servir d'exemples. Je pense que certains seront choqués. Voilà, il y a énormément l'expansion il y a la résistance de la langue des signes face à l'implant cochléaire qui fait des ravages et l'oralisme. Et j'ai l'impression qu'aux States et ici en France, on vit un peu la même situation. Et c'est vrai que, voilà, par rapport grâce à travers l'association Les Yeux pour Entendre, il était très important pour nous, dans notre combat sur le bilinguisme, de montrer ce qui se passe ailleurs. Le combat continue, c'est pas que les classes bilingues pour les tout petits qui sont importantes, c'est pour tout le monde. Et Les Yeux pour Entendre, on se bat pour le développement de la culture sourde et puis pour qu'on parle de la langue des signes et des sourds. Alors c'est vrai que, voilà, nous, par exemple, dans ce projet, s'il y en a un, d'aller dans les institutions, on peut vous supporter, nous, à travers l'association Les Yeux pour Entendre. Je ne suis pas d'accord quand un enfant sourd a à payer pour avoir une éducation, pour se nourrir, pour être intellectuellement nourri. C'est pas normal. On ne doit pas payer pour son éducation. En plus de ça, on a un vrai héritage et c'est important de le protéger. Je voulais dire un poème, en fait, et je ne sais pas si on a le temps ou pas. Et je ne sais pas si on devait le taper, je ne sais pas s'il est tapé. Le clown rit rouge sang. Il s'arrache lui-même les dents, le sourire vexant, vexé. Il est vrai que c'est difficile de tisser les fils, l'effet docile du funambule habile. Ah, la prochaine fois, tu ne te lanceras pas dans le vide sans rien, sans lien, sans technique. T'es qui, toi, pour croire que le trapèze balance dans l'air pour toi? Tu maîtrises, mais t'es qui, toi, pour terminer le show tout seul? Jamais tu fermes ta gueule. Tu te crois fils du vent, Merlin, l'enchantement, une petite poupée pliée sous un cerf-volant. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de me pendre, de m'accrocher au capitaine Crochet. Peter Pan pendre, Peter Pan pendre, Peter Pan pendre. Ah ouais? Tu fais ton cirque, tu bouges dans l'air, pirouette du mystère. Elle est rouge la terre, et t'as beau mettre ton maquillage, clown, babillage, tu babilles, tu cafouilles, t'as pris mes billes, tu me casses les couilles. Mais t'as fini de perdre ton temps à rire bêtement, ton sourire courir sur tes dents, t'es comme un fil qui s'en mêle tout seul, mais jamais tu fermes ta gueule. Ah, mais c'est joli cette musique, et cet équilibre, c'est beau. C'est parfait. En surface,
Allez, casse-toi le clown, casse-toi les dents. Allez, casse-toi le clown, casse-toi les dents. Tombe de ton astéroïde, tombe de ton astéroïde, tombe de ton astéroïde. Ton bibelot est cassé, vide. Il n'y a plus rien dedans, c'est mort. Et demain, le clown rira plus fort. Mais sors, sors, sors de ton chapiteau rouge, rideau capitonné. J'habite une planète vallonnée où le monde est beau et c'est là que je suis née. Et plus je vieillis, plus je grandis, plus je me dis que tout ça n'est qu'une parodie. Un cirque où les hommes sont maudits et merdiques, incapables de tenir tête, de tenir main jointe, de tenir debout. Nous sommes, et moi la première, qu'un faux semblant rouge sang, une peau affaiblie par le temps. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Les mains tenant le fil, mains tenant la tête, mains tenant le fil, mains tenant la tête, mains tenant le tout, mains tenant le tout, mains tenant le tout, mains tenant le tout. Le clown avance à pas lents, appelant ses frères à faire la guerre du vent. Ainsi va la vie, ainsi va le temps, et l'esprit sous le chapiteau tient tête au temps. Nettoie le sol de ce sang, trapéziste folle à l'accent suicidaire. Mets ta camisole et saute dans l'univers. Merci. Bravo, merci, c'était très joli.